Dans cette partie du programme, nous allons étudier la formation des chaînes d'obduction. L'exemple que nous avons choisi est la chaîne d'Oman. La chaîne se situe au niveau de la plaque arabique. C'est une chaîne, ici encerclée en jaune, située dans la partie est, surtout vers la partie sud-est de la plaque arabique. Comme vous pouvez le constater, c'est une chaîne qui résulte de la convergence de deux plaques, la plaque arabique au sud-ouest et la plaque eurasiatique au nord-est. Comment s'est formée cette chaîne? C'est ce qu'on va voir à travers un ensemble de documents. Au cours de notre étude, nous allons suivre la démarche suivante. Voici les étapes que nous allons essayer de respecter afin de parvenir à notre objectif, comment s'est formée la chaîne d'Oman. Tout d'abord, nous allons procéder à une description de la chaîne d'Oman à l'affleurement, c'est-à-dire nous allons examiner des documents qui vont nous permettre de voir comment cette chaîne apparaît-elle en surface. Ensuite, nous allons examiner toutes les caractéristiques de la chaîne, c'est-à-dire les caractéristiques topographiques relatives au relief, altitude par exemple, les caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire examiner la nature des roches dans le but de déduire quel type de lithosphères sont-elles mises en jeu au cours de la formation de cette chaîne de montagnes. Et enfin, nous allons aborder les caractéristiques tectoniques, c'est-à-dire décrire les types de déformations qu'on va trouver dans cette chaîne. Toutes ces études vont nous permettre d'arriver à la dernière partie de ce module, c'est-à-dire les étapes ayant conduit à la formation d'une chaîne d'obduction telle que la chaîne d'Oman. On va commencer par la carte située à gauche de ce document. Cette carte va nous permettre de localiser la chaîne et mesurer à peu près son étendue. En effet, la chaîne se localise dans la partie sud de la péninsule d'Arabie et particulièrement, elle débute au nord de d'Oman, pour se prolonger vers le sud-est. C'est une chaîne qui s'étend sur à peu près 400, plus que 400 km, et ceci se référant à l'échelle. Euh, Si on examine de quoi il est formé, ici, au niveau de ce document, ces parties représentées en orange et en turquoise, ce sont des massifs appelés les massifs ophiolitiques. Des massifs ophiolitiques, qu'est-ce que les massifs ophiolitiques? Nous aurons l'occasion de détailler la constitution de ces massifs et ça va faire partie des caractéristiques pétrographiques de cette chaîne, sans oublier la présence d'une croûte continentale représentée ici en blanc, qui est la croûte continentale de la péninsule d'Arabie. À droite de ce document, nous observons deux photos qui illustrent une apparence des montagnes d'Oman. En effet, ce sont des montagnes d'apparence obscure, sombre, c'est-à-dire ce sont des roches qui ne sont pas claires, ce sont des roches sombres et de faible altitude. Alors, a priori maintenant, l'ophiolite, ce sont des roches d'apparence sombre et on aura l'occasion de les détailler par la suite. Pour noter l'altitude, ce sont des montagnes de faible altitude, ce n'est pas comme les chaînes de subduction ni comme les chaînes de collision qu'on va voir par la suite. Ce sont des chaînes dont l'altitude est faible puisque les montagnes ne dépassent pas les 3000 mètres. Dans un premier temps, nous allons essayer de trouver une définition à l'ophiolite. Pour cela, nous allons observer les roches qui constituent cette ophiolite. Du haut vers le bas, nous constatons que l'ophiolite est formée d'une roche magmatique, les basaltes en coussin. En effet, vous observez sur la photo la forme en traversin de ces basaltes qui témoignent de leur origine océanique. En effet, lorsque le magma monte, il est confronté à de grandes pressions par l'eau de tous les côtés et donc il acquiert cette forme en coussin. Ce n'est pas comme le basalte
qui s'étend sur les surfaces continentales. Il, euh, il coule et donc il a une forme de coulée presque très très large et non pas sous forme de coussin plus petit. D'ailleurs, vous avez un petit marteau ici qui donne une idée sur l'échelle, sur la taille des coussins. D'autre part, vous avez dans la partie droite du document, le basalte sur l'échantillon apparaît de couleur noire avec des pores qui montrent son origine volcanique. Parce que normalement, une roche volcanique, lorsque la lave monte, lorsque la lave monte, le magma monte, les gaz qui se trouvent dans le magma s'échappent et ça donne ces trous-là, donc ces pores. D'autre part, vous avez aussi la possibilité de voir l'autre partie de la roche, l'autre partie de l'échantillon où nous avons des minéraux qui n'apparaissent pas. Donc nous avons juste la pâte amorphe, la pâte amorphe, c'est-à-dire le verre. Sous les basaltes, nous avons une roche d'apparence ici verte qui est le gabbro. Donc les gabbros, avec une grande épaisseur, c'est une roche aussi magmatique. D'ailleurs, si vous observez l'échantillon, vous constatez il y a des minéraux de différentes couleurs et donc c'est une roche dont les minéraux sont entièrement cristallisés. C'est une roche magmatique plutonique, c'est-à-dire à refroidissement lent. Alors, résumons ce qu'on a vu jusqu'à présent. Nous avons au-dessus le basalte. Sous le basalte, nous avons le gabbro. Il faut tout de même mentionner entre les deux la présence de roches ici représentées en stries verticales. Ce sont les complexes phyloniens de dolérite. C'est la dolérite. Alors, il faut tout de même le savoir, c'est une roche aussi magmatique mais phylonienne, entre les deux, entre le basalte et le gabbro. Alors, basalte et gabbro forment une croûte océanique d'après les données que nous avions examinées auparavant et d'après ce schéma au milieu qui illustre les roches du domaine océanique. Donc nous avons une croûte océanique formée de basalte en haut, de dolérite au milieu et de gabbro en bas. Il faut aussi mentionner la présence de sédiments sur cette croûte océanique. Alors, les sédiments sont ici représentés en petites briques vertes au-dessus de l'ophiolite. Et ceci aussi témoigne de son origine océanique. Sous la croûte océanique, ici, nous avons en bas une roche d'apparence vert olive, c'est la péridotite. Et vous constatez tous les minéraux verts de la péridotite qui sont entièrement cristallisés, témoignant de l'origine magmatique plutonique de cette roche. C'est la péridotite constituée uniquement, principalement, excusez-moi, principalement d'un minéral de cette apparence verte qui est l'olivine. Alors si je résume, donc l'ophiolite, c'est une croûte océanique au-dessus, sous laquelle on trouve la péridotite, qui est la roche du manteau, surtout ici le manteau supérieur. Et donc il s'agit d'une lithosphère océanique. Donc l'ophiolite, par définition, est une lithosphère océanique ancienne. Ici, nous avons l'occasion de voir à l'affleurement les gabbros en haut, c'est-à-dire la base de la croûte océanique, et le manteau en bas, c'est-à-dire la péridotite. Alors, c'est une photo exceptionnelle parce qu'on peut voir la base de la croûte océanique affleurant en surface, c'est-à-dire qui apparaît sur Terre, à la surface du globe. C'est le Moho, ici représenté en rouge. Donc ici, nous avons une occasion exceptionnelle de voir le Moho qui normalement se situe à une profondeur très importante sous les croûtes, que ce soit océaniques ou continentales.
Afin de déterminer les caractéristiques pétrographiques de la chaîne d'Oman, nous allons étudier une coupe réalisée du nord-est vers le sud-ouest qui traverse cette chaîne en allant de Mascate au nord-est, Masqat, vers le sud-ouest où on trouve la zone ou la région d'El Hawasina. Nous allons procéder par la description des roches qui constituent cette chaîne pour déterminer quel type de lithosphère ont convergé pour former cette chaîne de montagnes. Alors, on va commencer par la partie droite de la légende. Nous trouvons un figuré représenté en orange avec des plus. C'est une croûte continentale. Au niveau de la croûte continentale se trouve à la base de la chaîne. On va donc dire la chaîne d'Oman présente à sa base, c'est-à-dire au niveau de son socle, une croûte continentale. D'autre part, si on observe le figuré représenté en noir, ce sont les ophiolites. Nous avions examiné dans les paragraphes précédents la constitution des ophiolites. Les ophiolites étant des lithosphères, c'est une lithosphère océanique ancienne formée par des basaltes et des gabbros sous lesquels on trouve des péridotites du manteau supérieur. Les ophiolites, d'après la coupe, se disposent sur la croûte continentale, c'est-à-dire les ophiolites affleurent sur le continent et on va dire que le continent est chevauché par les ophiolites. Donc on va déduire tout simplement que dans cette chaîne de montagnes, puisque la croûte continentale est chevauchée par une lithosphère océanique, il s'agit donc d'un phénomène d'obduction. Donc je définis l'obduction, c'est le chevauchement d'une lithosphère continentale par une lithosphère océanique. Alors si on veut mesurer l'étendue de cette obduction, nous allons observer du nord-est vers le sud-ouest que c'est une formation, que ces ophiolites chevauchent la lithosphère continentale sur une étendue d'à peu près 150 km si on se réfère à l'échelle, puisque le segment qui illustre l'échelle se répète à peu près 3 fois en allant du nord-est vers la zone d'El Hawasina où se situe la fin de l'ophiolite. Alors, une petite parenthèse, vous constatez que l'ophiolite se trouve vers le nord-est et dans la nappe de Samaïl, près d'El Hawasina, et elle est discontinue dans la partie nommée Saïh Hattat. Alors, c'est à cause de l'érosion. On peut même faire des pointillés pour montrer la continuité de l'ophiolite du nord-est vers le sud-ouest, puisque c'est une zone qui est devenue continentale. L'ophiolite est exposée à l'érosion, donc une partie de l'ophiolite a été érodée. Maintenant, on va essayer de dater cette obduction, c'est-à-dire ce chevauchement de la lithosphère continentale par la lithosphère océanique. Sachant que dans la partie nord-est, au nord-est de la chaîne, il y a le golfe d'Oman qui est une zone marine, on peut supposer que les ophiolites se sont déplacés du nord-est vers le sud-ouest pour couvrir le continent et c'est un phénomène dont on se demande comment il s'est déroulé, c'est-à-dire c'est un phénomène dont le mécanisme va être illustré par des documents ultérieurs. Alors, pour ne pas négliger les autres parties du document pour pouvoir l'analyser totalement, nous allons d'abord parler des roches représentées dans la partie médiane de la légende. Nous avons les schistes bleus contenant du grenat, les clogites. Alors ces formations de roches, ce sont des roches métamorphiques, mais qui appartiennent à l'ophiolite. Donc nous aurons l'occasion de voir le phénomène de métamorphisme dans les chapitres ultérieurs. Donc les schistes bleus à grenat et les éclogites font partie de l'ophiolite et d'ailleurs eux aussi ils chevauchent le continent, donc ça ne se contredit pas avec le phénomène d'obduction déduit tout à l'heure.
Maintenant, on va essayer de dater d'une manière relative cette obduction. Nous observons que l'ophiolite représenté en noir, surtout si on va dans la partie nord-est, on va pouvoir le faire. L'ophiolite représenté en noir se situe entre les terrains de fin primaire, début secondaire, et les terrains fin secondaire, début tertiaire. Alors si on se réfère au principe de stratigraphie que vous avez étudié en première bac, nous allons appliquer surtout le principe de superposition, c'est-à-dire toute couche qui se situe sur une autre couche et lui est plus récente, et si la couche se situe en dessous d'une autre couche, elle lui est plus ancienne. C'est-à-dire ici, nous allons dire que l'ophiolite est plus récente que les terrains fin primaire, début secondaire, et plus ancienne que les terrains fin secondaire, début tertiaire. Et donc le phénomène d'obduction a eu lieu vers après le début du secondaire et avant la fin du secondaire, c'est-à-dire cette obduction s'est effectuée au milieu du secondaire. D'autre part, il nous reste maintenant à analyser la présence d'un prisme d'accrétion au niveau de la nappe de l'Hawassina au sud-ouest. Alors, je suis en train de parler des sédiments marins de la nappe d'El Hawassina représentés en rouge. Vous constatez que c'est un prisme d'accrétion et je vous laisse réfléchir à quoi nous sert de trouver un prisme d'accrétion sur une chaîne, dans une chaîne de montagnes telle que la chaîne d'Aumont. Le prisme d'accrétion, je rappelle, c'est un ensemble de sédiments qui ont été raclés au cours d'une subduction, c'est-à-dire lorsqu'une lithosphère océanique s'enfonce sous une lithosphère que ce soit océanique ou continentale, les sédiments qui se sont accumulés pendant des dizaines de millions d'années vont être raclés et donc déformés pour constituer des reliefs qu'on nomme le prisme d'accrétion. Ça, c'est un rappel pour des notions que nous avons déjà étudiées dans les chaînes de subduction. Pour résumer, nous allons dire la présence d'un prisme d'accrétion témoigne d'une subduction qui a précédé cette obduction. Donc, bref, les particularités et les caractéristiques pétrographiques de la chaîne d'Aumont montrent que cette chaîne est une chaîne d'obduction, donc elle a connu un phénomène d'obduction précédé d'une subduction. Nous allons maintenant passer à l'étude des caractéristiques tectoniques de la chaîne d'Aumont. Alors, je rappelle que les caractéristiques tectoniques englobent l'ensemble des déformations qu'on trouve au niveau de la chaîne. C'est une coupe simplifiée de la chaîne, donc on va essayer de décrire les déformations qui ont été représentées sur la coupe. Nous n'allons pas, dans cette partie, nous n'allons pas nous contenter seulement de décrire les déformations, de les reconnaître sur la coupe, mais aussi nous allons jeter un coup d'œil sur ces déformations, c'est-à-dire nous allons donner des détails sur ces déformations. Je commence par les plus simples. Alors par exemple, les schistes bleus représentés ici en bleu foncé, hachuré. Alors les schistes bleus représentés ici ont une forme ondulée et donc ils sont plissés. Donc il s'agit d'un pli. Et si je veux commencer par comprendre comment se forme un pli, je vais imaginer à l'origine une roche qui était horizontale. Et si cette roche subit des contraintes compressives, surtout progressives et lentes, elle va être plissée. Et donc c'est le cas ici des schistes bleus, et c'est le cas aussi des roches représentées en rouge au niveau du prisme d'accrétion d'El Hawassina. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs petites ondulations qui sont des plis. Alors, les plis ici dans ce document, nous en avons deux grands types selon la courbure, est-ce qu'elle est dirigée vers le haut ou dirigée vers le bas. Si la courbure est dirigée vers le haut, et donc c'est un anticlinal. Si la courbure est dirigée vers le bas, c'est un synclinal. Nous allons pouvoir étudier d'autres caractéristiques de plis dans les documents
ultérieure. Nous allons avoir des informations concernant les plis. On va commencer dans le schéma 3D de gauche. On va commencer par reconnaître les éléments d'un pli. Le pli est constitué d'un ensemble d'éléments. Les côtés du pli s'appellent les flancs du pli. L'axe, je veux dire la droite qui passe par le milieu du pli s'appelle l'axe du pli et la droite qui rassemble les points de grande inclinaison s'appelle la charnière du pli et enfin la charnière du pli avec l'axe du pli forme un plan qu'on appelle le plan axial du pli. Dans la partie droite du document, nous allons voir un autre critère de classification des plis, c'est l'angle que fait le plan axial avec l'horizontal. Lorsque le plan axial fait un angle de 90 degrés avec l'horizontal, le pli est dit droit. Lorsque l'angle est inférieur à 90 mais qui reste tout de même supérieur à 60, le pli est dit déjeté. Et lorsque le plan axial forme avec l'horizontale un angle de 45 degrés, c'est un pli en genou. Lorsque l'angle entre le plan axial et le plan horizontal est inférieur à 45, c'est un pli déversé. Et enfin, lorsque l'angle est très faible, c'est-à-dire de l'ordre de 10, 15 degrés ou 0 degré, il s'agit d'un pli couché. Ici, nous allons pouvoir bien comprendre les plis à l'affleurement, c'est-à-dire dans la nature, comment ils apparaissent. Nous allons commencer par la photo de gauche qui représente un pli droit. Alors droit, je rappelle que c'est un pli où l'axe ici représenté en jaune fait un angle de 90 degrés avec l'horizontal, avec le plan horizontal. Et d'autre part, on peut aussi constater l'inclinaison des couches vers le haut, ce qui nous permet de dire que c'est un pli anticlinal. Alors si je passe vers la photo du milieu, nous observons vers la gauche un pli synclinal et vers la droite un pli anticlinal. Alors vous pouvez donc voir dans la nature que les plis peuvent s'enchaîner pour former une succession de plis. Si je me concentre sur le pli dont l'angle a été bien représenté en rouge en pointillé, cet angle il est inférieur à 90 degrés et supérieur à 60 degrés, ce qui nous permet de dire que c'est un pli déjeté. Alors si je passe finalement, pardon, si je passe finalement à la photo de droite, nous avons un pli dont l'inclinaison se fait vers la gauche. Vous avez un axe de pli représenté en orange, en pointillé. Cet axe de pli forme avec l'horizontale un angle plus petit et donc c'est un pli déversé, c'est-à-dire plus petit que 45 degrés. Lorsque les roches, comme on a vu tout à l'heure, subissent des contraintes lentes et progressives, elles vont donc apparaître plissées, c'est-à-dire que la déformation est ductile, la déformation est continue. C'est le cas de tous les plis qu'on a tout à l'heure mentionnés. Alors que si les roches subissent des forces compressives brutales, elles vont se casser et se décaler. C'est ce qu'on appelle les failles. Il existe plusieurs types de failles. La faille inverse. Si un ensemble de roches subit deux forces latérales de compression ou contrainte compressive, une cassure se produit et les deux compartiments issus de cette cassure subissent un mouvement relatif. Nous allons d'abord tracer la ligne de faille, ensuite le mouvement relatif des deux compartiments. Ici, on constate que le compartiment gauche est soulevé. Il va constituer le toit car il est au-dessus du plan de faille, alors que le compartiment droit est abaissé et va constituer le mur car il est au-dessous du plan de faille. Le rejet horizontal ou transversal d'une faille inverse correspond à un rapprochement suite à une compression, c'est-à-dire que les deux compartiments vont se rapprocher l'un de l'autre suite à la compression.
Donc, la faille inverse se rencontre dans les régimes compressifs. Dans la nature, le plan de faille est représenté en pointillés noirs. À gauche, le mur car au-dessous du plan de faille et à droite le toit car au-dessus du plan de faille. Le mouvement relatif se caractérise par un soulèvement du compartiment droit et un abaissement du compartiment gauche. La faille normale. Lorsqu'un bloc de roche subit une distension, c'est-à-dire des forces latérales distensives, ces roches vont d'abord être sujettes à un étirement qui finit par une cassure, une fracture. La continuité de la distension va entraîner un éloignement des deux compartiments issus de cette fracture. Ici, le compartiment gauche a été abaissé, formant le toit, car situé au-dessus de la ligne de faille, tandis que le compartiment droit a été soulevé, constituant le mur, puisqu'il est au-dessous de la ligne de faille. Le rejet horizontal transversal d'une faille normale correspond à un éloignement relatif des compartiments suite à une distension. Donc la faille normale caractérise un régime distensif comme au niveau des dorsales médio-océaniques. Observons une faille normale dans la nature. On va d'abord tracer la ligne de faille, ensuite les deux mouvements relatifs des deux compartiments. La ligne de faille en trait discontinu noir, épais, et le compartiment gauche a été soulevé, c'est le mur, le compartiment droit a été abaissé, c'est le toit. Dans ce document, nous allons envisager les éléments d'une faille. Alors, je prends la partie désignée par la flèche, le miroir de faille. Vous remarquez que la surface au niveau de laquelle un compartiment glisse par rapport à un autre, c'est le miroir de faille ou le plan de faille. Ce plan peut avoir un angle avec l'horizontale qu'on appelle le pendage. Euh, D'autre part, nous avons un compartiment élevé et un compartiment abaissé parce qu'au niveau de la faille, il y a un mouvement vertical. Donc un compartiment se relève et l'autre il s'abaisse. Donc d'autre part, nous pouvons aussi déterminer ce qu'on appelle le mur et le toit. Le mur, c'est le compartiment ou le bloc de roche au-dessous du plan de faille, alors que le toit, c'est le compartiment au-dessus du plan ou de miroir de faille. En général, la localisation du mur et du toit permet de déterminer est-ce que la faille est normale ou inverse. Par exemple, ici, nous avons le mur élevé par rapport au toit, donc c'est une faille normale. Lorsque le toit est élevé par rapport au mur, c'est une faille inverse. Euh, Parmi les autres éléments de faille, nous avons aussi le rejet. Ici, nous avons deux rejets. Un rejet vertical qui indique qu'un compartiment est soulevé et l'autre est abaissé. Alors, le rejet se fait par rapport à une couche référence, c'est-à-dire, je prends par exemple le sommet de la couche dans le compartiment soulevé et je le projette avec le sommet de la même couche au niveau du compartiment abaissé. Et la mesure de la dénivellation nous donne ce qu'on appelle le rejet vertical. D'autre part, je peux prendre deux points, A et A', je projette verticalement A au niveau de A' et je peux obtenir la distance qui a éloigné les deux compartiments, c'est-à-dire le rejet horizontal. Ici, les deux compartiments se sont éloignés, il s'agit d'une faille normale, mais lorsque les deux compartiments se rapprochent, c'est la faille inverse. On l'a vu tout à l'heure, et je voudrais juste mentionner que la faille inverse, on peut aussi mesurer la distance de rapprochement des deux compartiments, en plus du rejet vertical. Dans cette photo, nous allons pouvoir comprendre comment affleurent les déformations dans la nature. Nous avons ici une cassure accompagnée d'un mouvement. En effet, les couches de cette partie, de cette région, ont subi une cassure, ce qui a fait perdre aux couches leur continuité. Donc il s'agit d'une déformation discontinue.
D'autre part, les couches cassées ont subi un déplacement relatif puisque le compartiment de gauche a été soulevé et le compartiment de droite a été abaissé. Et vous reconnaissez ici la forme de Z entre la couche, le plan de faille et la même couche dans le compartiment abaissé et donc la forme Z qui témoigne d'une faille inverse. On peut aussi avoir un autre critère pour reconnaître la faille inverse, c'est que ici le toit appartient au compartiment soulevé alors que le mur appartient au compartiment abaissé. Je rappelle que les failles inverses sont le résultat de contraintes compressives brutales et intenses. Poursuivons maintenant l'étude des caractéristiques tectoniques de la chaîne d'Aumont. On va prendre en particulier la partie entourée par les pointillés, c'est le prisme d'accrétion de la nappe Al-Hawasina. Alors remarquez que les roches représentées en rouge représentent de petites ondulations et donc ce sont des plis anticlinaux, plis synclinaux, c'est-à-dire un ensemble de plis les uns associés aux autres. Mais plus les plis, il y a des failles qui ont cassé ces plis et donc ce sont des structures complexes qu'on appelle les chevauchements. Ici en bas, nous avons un détail de couches qui ont été d'abord plissées à cause de contraintes compressives. Au début, les contraintes étaient lentes et progressives, mais à un certain moment, à cause de contraintes un peu plus brutales et intenses, il y a eu cassure et la continuité des contraintes va faire que certains compartiments vont chevaucher les autres avec une ressemblance des compartiments chevauchants et chevauchés et donc ce sont des chevauchements. Alors les chevauchements vont être élucidés par la suite dans une diapositive. Le chevauchement est une déformation complexe car formée de deux types de déformations, c'est-à-dire il y a un pli et il y a une faille de faible pendage, c'est-à-dire le plan de faille a un angle faible. Pour expliquer comment se forme un chevauchement, nous allons procéder à l'application du principe de recoupement que vous avez pu étudier en première bac en stratigraphie. Ici, vous constatez la couche blanche plissée et le pli est devenu discontinu, c'est-à-dire il a été coupé par la faille de faible pendage. Et donc le pli est plus ancien que la faille parce que le pli a été coupé par la faille. Donc pour comprendre l'ensemble des événements qui ont abouti à cette déformation, nous allons d'abord expliquer le pli. Nous allons dire que sous un régime compressif, donc les forces latérales compressives lentes et progressives ont engendré le pli, après lequel changement de cadence de force compressive a engendré la cassure de ces roches selon un plan faible et donc le glissement du compartiment droit sur le compartiment gauche, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Le résultat direct de ce chevauchement, c'est la diminution de la surface couverte par les roches, c'est-à-dire le raccourcissement crustal, le raccourcissement horizontal, et les roches qui ont disparu horizontalement vont gagner en hauteur puisque ça va créer les reliefs et donc ce qu'on appelle l'épaississement vertical. Alors on peut généraliser toutes les déformations qui naissent dans un régime compressif vont engendrer un raccourcissement et un épaississement et donc ça permet d'expliquer comment les reliefs se forment dans un régime compressif qui est celui de la formation des chaînes de montagne. Ici, nous allons pouvoir observer un chevauchement appartenant à la chaîne d'Aumont. Donc, c'est un mini chevauchement. Pourquoi? Nous avons une cassure au niveau des roches, donc une cassure, c'est-à-dire une faille. Cette cassure est suivie d'un mouvement puisque le compartiment de droite a été soulevé et le compartiment de gauche a été abaissé. C'est un mouvement relatif
Et puisque les couches sont légèrement plissées, comme vous pouvez le constater surtout dans le compartiment soulevé, on a le droit de parler de chevauchement. C'est un mini chevauchement parce que les roches n'ont pas été déplacées sur une longue distance. Donc, on a une ressemblance entre le compartiment chevauchant et le compartiment chevauché. Ici, sur le même chevauchement est représenté le plan de faille, le plan de glissement, c'est-à-dire la surface qui a permis le glissement du compartiment chevauchant sur le compartiment chevauché. C'est une autre photo ici de chevauchement où nous avons particulièrement deux chevauchements et on va comprendre pourquoi. Vous avez surtout une couche blanche qui a perdu sa continuité. C'est une couche qui a été cassée en deux et les deux compartiments ont glissé l'un par rapport à l'autre et ça s'est répété deux fois. Donc vous avez un premier plan de cassure et un deuxième plan de cassure puisque la couche blanche, vous allez constater dans la photo qu'elle a deux fois perdu sa continuité et les compartiments ont glissé les uns par rapport aux autres, permettant de donner le relief. Le premier plan de glissement, en effet ici représenté en rouge, montre la surface à travers laquelle le compartiment de droite a chevauché le compartiment de gauche et la justification du chevauchement vient du fait que ce plan fait un angle faible avec l'horizontale. Le deuxième plan du deuxième chevauchement a une pente un peu plus grande et ça se situe vers la partie haute du document. Ici, nous constatons deux chevauchements, l'un près de l'autre, qui se superposent l'un à l'autre. Mais ici, au niveau de la lithosphère océanique, en effet, vous pouvez constater les pilolavas les basaltes sous forme de traversins. Entre parenthèses, pourquoi les basaltes qui devraient être noirs ici sont un peu de couleur claire, c'est à cause de l'érosion subie par les basaltes parce que l'action de la pluie, du soleil, l'alternance froid-chaud, etc., ça permet d'altérer les roches et donc ils ont une apparence différente. Alors, si je résume, ici j'ai deux chevauchements qui illustrent que la lithosphère océanique a subi des contraintes compressives qui ont permis la formation de relief. Pour donner plus de détails à ce chevauchement, nous avons considéré trois compartiments A et B. Alors entre A et B, c'est-à-dire que le compartiment B a chevauché le compartiment A. Ensuite, le compartiment C a chevauché le compartiment B. Alors donc nous avons deux chevauchements successifs. Nous avons A et B forment un chevauchement, B et C forment un autre chevauchement. Maintenant, nous arrivons au quatrième type de déformation qu'on peut rencontrer d'une manière assez fréquente dans la chaîne d'Oman, ce sont les nappes de charriage. En effet, cette partie entre Mascate et Seyh Hattat, au niveau de la coupe, est surtout encerclée en noir en pointillé, c'est une nappe de charriage et on va justifier cette affirmation vers le bas, parce que c'est une partie qui a été élargie pour mieux comprendre cette déformation. Nous avons en haut l'ophiolite et particulièrement nous avons les schistes bleus représentés en hachuré et les éclogites. Donc l'ophiolite métamorphisé, on va l'expliquer par la suite dans d'autres chapitres. Donc l'ophiolite chevauchant les terrains primaires. Alors j'ai employé le mot chevauchant parce qu'en fait une nappe de charriage c'est un type de chevauchement mais les roches chevauchantes sont très différentes des roches chevauchées. En fait, vous avez l'ophiolite qui est d'origine océanique qui surmonte des terrains primaires qui ne sont pas d'origine océanique, les terrains primaires. Donc nous avons un chevauchement de roches sur d'autres roches qui sont très différentes. Alors ceci va témoigner de contraintes compressives qui se sont déroulées pendant des dizaines de millions d'années.
puisque au cours du chevauchement, vous avez des roches qui se ressemblent, c'est-à-dire le rejet n'est pas important, alors que pour que les roches soient tellement différentes, il faut que les contraintes se poursuivent pendant des dizaines de millions d'années pour que les roches chevauchantes aillent chevaucher d'autres terrains qui sont très différents des terrains sur lesquels ils étaient avant. Dans la nature, comment se présentent les nappes de charriage? Comme vous pouvez le constater sur la photo de gauche, vous avez par exemple des terrains, je vais prendre particulièrement un cas extrême, vous avez le calcaire du lias. Calcaire du lias, alors le lias, si vous avez des souvenirs du programme de première bac, le lias, c'est une période de l'ère tertiaire, le lias. Vous avez dans la même photo, dans ce petit relief, les calcaires du Jurassique. Le Jurassique est une période, une partie, une période de l'ère secondaire. Donc vous pouvez voir que des terrains secondaires, qui sont plus anciens, chevauchent des terrains du tertiaire qui sont plus récents. Donc ça ne peut pas être un contact normal, parce que normalement, les terrains anciens se trouvent en bas et les terrains récents se trouvent en haut. Donc nous avons le tertiaire surmonté par le secondaire qui est plus ancien. Et donc les terrains du secondaire ici, les calcaires jurassiques, ont été charriés sur les terrains du tertiaire. Et donc ce n'est pas un terrain qui provient de cette zone-là. Donc c'est un terrain qui appartient à une autre zone, mais par les contraintes compressives, il a été charrié, c'est-à-dire il a subi un mouvement de glissement pour aller et venir ici chevaucher les terrains du lias, c'est-à-dire du tertiaire. C'est un petit exemple. Donc ici, nous avons un ensemble de terrains qui se chevauchent les uns les autres. Les terrains ont des âges très différents. Euh, la nature ici n'est pas différente, mais la structure peut être différente. En tout cas, ici, l'érosion avec la végétation, ça ne permet pas de voir les caractéristiques détaillées de ces roches. Mais l'âge est suffisant ici pour dire que c'est un ensemble de terrains qui ont été charriés les uns sur les autres. Donc, c'est un ensemble de nappes de charriage. Remarquez aussi que les nappes de charriage contribuent à la création de reliefs puisque les terrains se posent les uns sur les autres par charriage, non pas par sédimentation. Maintenant, dans la partie droite du document, vous avez un schéma qui illustre une nappe de charriage et nous allons aussi découvrir ce qu'on appelle les éléments de la nappe de charriage. Nous avons en jaune l'unité chevauchée qu'on appelle pour la nappe de charriage l'autochtone, c'est-à-dire les roches euh, originales, pas originales, originelles, les roches qui font partie de la zone, parce que ce sont des roches qui appartiennent à la zone qui va être chevauchée. Vous avez l'unité chevauchante, ça s'appelle l'alloctone, c'est-à-dire ce sont les roches qui ont été charriées pour venir se superposer à l'unité chevauchée. Comme vous pouvez le constater, la partie chevauchante, c'est-à-dire l'alloctone, est orientée. Vous avez la partie large, c'est la racine de la nappe, la partie large du terrain bleu, c'est-à-dire de l'unité chevauchante, c'est la racine de la nappe, et ça nous montre d'où vient la nappe, d'où viennent, pardon, les terrains chevauchants, c'est-à-dire pardon, d'où viennent les terrains chevauchants. Et vous avez cette partie étroite représentée en petit triangle en noir, c'est le front de charriage ou le front de la nappe de charriage. Euh, et par conséquent, on peut orienter, on peut désigner le mouvement de la nappe. Et ici, la nappe de charriage, l'unité chevauchante surtout, elle s'est déplacée de l'est vers l'ouest, c'est-à-dire de la racine vers le front. Alors, entre parenthèses, on peut citer d'autres éléments de nappe, par exemple les fenêtres
La fenêtre, c'est une partie de l'alloctone qui a été érodée, laissant voir l'autochtone. Donc là où l'érosion permet de faire disparaître une partie du terrain chevauchant et donc laisse transparaître les terrains chevauchés, ça s'appelle la fenêtre. Et d'autre part, vous avez le clip, c'est une partie qui reste de la nappe et qui n'a pas subi l'érosion. Alors lorsque vous observez le clip, cela veut dire que la nappe s'est allée sur plus de distance, mais elle a subi une érosion et elle a laissé seulement quelques traces de terrain chevauchant sous forme de clip. Étant donné que ce paragraphe a été suffisamment long, nous allons maintenant récapituler et résumer les caractéristiques tectoniques d'une chaîne d'obduction telle que la chaîne d'Aumont. Nous avions reconnu à travers la coupe d'Aumont la présence de failles inverses, de plis enchaînés anticlinaux et synclinaux, des chevauchements et des nappes de charriage, c'est-à-dire tous les types de déformations. Ceci va témoigner de forces compressives, tantôt lentes et progressives, c'est ce qui va expliquer les plis, tantôt brutales et intenses, c'est pour expliquer les failles inverses, et les chevauchements avec les nappes de charriage. Pour les chevauchements, le passage d'un régime compressif lent et progressif à des contraintes brutales et intenses. C'est-à-dire on passe ce qui va nous pousser à déduire que les mouvements asténosphériques ne sont pas réguliers. C'est-à-dire ils n'ont pas la même cadence, ils n'ont pas le même rythme. Pour les nappes de charriage, c'est le même régime compressif, mais il faut déduire que ce régime compressif a duré des dizaines de millions d'années pour pouvoir arriver aux nappes de charriage pour que des roches très différentes chevauchent d'autres roches. La différence consiste en l'âge, la nature pétrographique des roches et leur structure, c'est-à-dire les types de déformations connues par ces roches. On va passer à une dernière chose pour euh, parler des failles normales. Il est possible de trouver dans une chaîne de montagne des failles normales. Par exemple, ici dans la chaîne d'Aumont, on peut trouver les failles normales malgré le fait que ce soit dû à un régime distensif. Alors, il y a plusieurs explications. On va avancer la première ici, dans cette diapo. Des failles normales, on peut les trouver par exemple au niveau de la lithosphère océanique parce que les roches de cette lithosphère ont pris naissance dans un régime distensif, celui des dorsales médio-océaniques. Parce que sous les dorsales, il y a des mouvements de distension. Il y a un régime distensif qui provoque l'étirement des roches, ensuite la cassure des roches et l'éloignement des compartiments issus de cette cassure.